quand on reprend les chiffres qu'on a depuis 1850 à peu près, il y a toujours entre 12 et 16%, 17% de femmes qui n'ont pas eu d'enfants à la fin de leur vie. On peut pas dire que c'était des child-free. En tout cas, il y a toujours eu une proportion égale de femmes qui n'avaient pas d'enfants. Donc c'est pas du tout un mouvement. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour et bienvenue. Et nous allons parler d'un sujet de société aujourd'hui. On va parler de choix, le choix d'avoir ou de ne pas avoir des enfants avec mon invité qui s'appelle Bettina Zourli. Bienvenue Bettina. Merci, bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste du genre et child-free. C'est ça. Ça se traduit comment en français ? Justement, il n'y a pas vraiment de traduction. Littéralement, du coup, c'est libre d'enfant. Mais c'est vrai que c'est pas forcément parlant, donc moi je dis juste je ne veux pas d'enfant ou désir de non-parentalité, mais c'est un peu long. Mais en tout cas, c'est pour désigner les personnes qui ont le désir de ne pas être parents. Et il n'y a pas de traduction en fait. Mais non. Clairement, le mot n'est pas traduit. Qu'est-ce que ça veut dire si c'est pas traduit ? C'est vrai que moi je trouve que forcément la langue et les mots ont un sens, et que si une société n'a pas, et si un pays n'a pas un terme pour parler d'un sujet, c'est en général que c'est un impensé. Et je fais un petit parallèle par exemple avec les habitants du Groenland qui ont plus de 10 mots pour parler de la neige parce que c'est leur quotidien. Et que nous, à l'inverse, par exemple, on n'a pas ce mot pour désigner les gens qui ne veulent pas d'enfants parce que c'est quand même quelque chose qui reste assez perçu comme pathologique ou anormal, en tout cas qui soulève pas mal de questions. Et au Groenland, ils ont aussi pas mal de mots pour décrire le mot blanc. Alors, oui, tout à fait. Il y a plein de blancs, donc... Donc on n'a pas de mots en tout cas pour dire qu'on ne veut pas d'enfants. Vous êtes animatrice d'un compte Instagram qui s'appelle Je ne veux pas d'enfants et vous publiez Le temps du choix, être ou ne pas être mère chez Payot. Alors vous racontez dans votre livre que vous l'avez toujours été, enfin en tout cas à partir de l'âge de 5 ans, aussi loin que vous en souvienne. Vous le verbalisiez et à qui le disiez-vous ? Oui, en fait, je trouvais ça important comme petite anecdote parce qu'en fait, c'est ma grand-mère qui m'en a reparlé il y a pas longtemps, qui me disait quand t'avais 4-5 ans, tu disais qu'on était trop nombreux sur Terre, qu'il fallait arrêter de se reproduire. Bon, qui est un discours que maintenant, à mes 32 ans, je ne tiens plus de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent, quand on dit qu'on veut pas d'enfants, la première question qu'on nous pose, c'est pourquoi ? Et ça me paraissait important de dire que, en fait, tout aussi naturellement que des gens disent j'ai toujours voulu des enfants, moi, j'en ai toujours pas voulu, en fait. À quel moment ça s'est imposé comme un choix pour vous ? Par contre, c'est vrai qu'il y a souvent, ça peut être quelque chose de naturel qui est vécu de manière complètement individuelle et pas politique. Mais bon, voilà, dans la vie, il y a... une façon de vivre. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que souvent, il y a quand même des espèces d'étapes, en tout cas de manière très normée. Et moi, c'est vrai que c'est à partir de 27-28 ans, parce que j'étais en couple hétérosexuel, je me suis mariée. Et là, pour plein de gens, forcément, la suite logique, c'est d'avoir des enfants. Et moi, je suis un peu tombée des nues parce que dans ma tête, il n'y avait jamais eu de réflexion là-dessus. Et du coup, j'ai commencé à faire des liens justement entre des dynamiques plus politiques et structurelles et mon désir qui était complètement intime et qui n'était pas politisé ou militant à la base, quoi. Alors, vous revendiquez le droit de ne pas avoir à vous justifier. Donc, parce que la question en général, c'est je ne veux pas d'enfant, donc pourquoi est-ce que tu ne veux pas d'enfant ? Est-ce que vous savez pourquoi vous ne voulez pas d'enfant ? Et pourquoi vous voulez garder le droit de ne pas répondre à cette question ? C'est ça, en fait, je pense qu'il y a une médiatisation là du sujet, des femmes notamment qui ne veulent pas d'enfants, et souvent c'est corrélé avec des raisons. La plus pertinente apparemment, selon plein de médias, c'est l'écologie, alors qu'en fait, déjà, il n'y a pas forcément de lien, et effectivement, comme vous l'avez dit, il n'y a pas forcément besoin de raison, donc moi je milite à la fois... Non, tout ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants pour la planète. C'est ça. Parce que voilà, la planète est... Alors qu'en fait, le problème, c'est pas ça. C'est pas on peut faire des enfants et être écolo, et on peut ne pas avoir d'enfants et être un pollueur très problématique. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je milite à la fois pour le fait que on n'est pas obligé de se justifier parce que, comme je disais, c'est un désir viscéral qui est inexplicable, comme le désir d'enfant. En revanche, moi, j'ai décidé de rendre mon discours politique, de le visibiliser par les réseaux sociaux notamment, parce qu'aujourd'hui, avoir un enfant, en particulier pour les femmes, c'est la porte ouverte à des discriminations multiples. Et du coup, moi, j'avais aussi envie de visibiliser cela, parce que je me positionne en tant qu'alliée des mères, des non-mères, de celles qui ne savent pas, et aussi des hommes, parce qu'il y a plein d'hommes qui ne veulent pas d'enfants. Ou qui vous n'êtes pas antinataliste. Pas du tout. Voilà,
Vraiment pas. Vous prenez pas le fait de pas avoir d'enfant en fait. Non, vraiment, c'est important de le souligner parce que souvent c'est pour perçu. expliquer où vous vous placez. Oui, parce qu'en fait, souvent on attribue ce discours-là au child free en fait en disant vous êtes anti-enfant, vous les détestez. Ce qui est un discours qui est récurrent parfois dans les sphères child free, qui m'agace beaucoup personnellement. Mais non, moi je suis pas anti-enfant. Justement, je suis pour le fait qu'on doit soutenir de la même manière les gens qui veulent pas d'enfants et ceux qui en veulent. Et que finalement, c'est très lié en fait, et qu'il ne faut pas opposer les parents à ceux qui ne veulent pas d'enfants. C'est même hyper important parce que c'est deux faces d'une même pièce. Déjà, ça c'est un concept qui avait été mis en avant par Fiona Schmidt, qui est autrice aussi sur ces sujets-là, qui parlait de charge maternelle. Donc en fait, quand on est une femme ou perçue comme une femme, de toute façon, on va poser sur nous la présomption du fait qu'on veut des enfants. Donc dans la sphère professionnelle, dans la sphère publique, moi je suis quand même perçue comme une future mère potentielle, alors même que je veux pas d'enfants. Et donc du coup, on va toutes subir des discriminations dans la sphère professionnelle parce que peut-être on va prendre un congé maternité et que du coup, peut-être il vaut mieux embaucher un homme à notre place, etc. Et de toute façon, qu'on veuille des enfants ou non, je pense que d'un point de vue féministe, puisque moi c'est mon cas aussi et mon combat, on va dire, je pense qu'on a besoin de solidarité plutôt que de division en fait. Et est-ce que vous envisagez l'hypothèse de peut-être un jour changer d'avis ? Oui, en fait, je pense que on ne sait pas, rien n'est définitif potentiellement. Dans mon cas, moi j'ai pris une décision qui est pour le coup définitive, à savoir d'avoir recours à une ligature des trompes. Donc, je ne suis plus fertile. Mais ah oui. Voilà. Oui, donc effectivement, là, ça limite. Mais quoique. Alors, quoique. Et en plus, ça permet d'ouvrir la porte à comment on peut faire famille de plein de manières différentes. C'est-à-dire que moi, je me dis si dans 10 ans, j'ai un désir d'enfant. Vu que ça fait quand même plus de 15 ans que je dis que je veux pas d'enfant, moi, je suis hyper alignée, hyper sereine avec mon désir. Mais effectivement, peut-être que des choses vont se réveiller en moi, un désir de transmission, de pédagogie, de prendre soin d'un enfant, mais je pense que je le ferai dans un cadre complètement différent que la famille classique nucléaire qu'on nous vend encore aujourd'hui. Par exemple, être une coparent d'un couple d'amis qui a des enfants. Ou vivre en colocation avec un couple qui a des enfants et les aider, par exemple. Vous dites que l'idée, c'est pas de faire des enfants, mais de faire des parents. Ça, on expliquera ça tout à l'heure. Mais j'adore cette idée. Mais oui. Mais avant, beaucoup de personnes vous disent, mais avant, quand on élevait des enfants, on n'était pas seul. C'est ça, en plus, c'est que l'enfant était élevé par un groupe. Donc, Et en fait, je pense que c'est pour ça, par exemple, on peut revenir au fameux discours d'Emmanuel Macron il y a pas longtemps, qui, du coup, n'a traité la baisse de la natalité que d'un point de vue d'infertilité, donc un point de vue médical. En fait, il a occulté plein d'autres raisons qui font que les gens, et notamment les femmes, peut-être, décident de faire moins d'enfants. En fait, je pense qu'elles le décident pas. C'est que ça s'impose à elles, parce qu'en fait, du coup, depuis, on va dire, l'après-guerre en France, les femmes ont investi le salariat sans pour autant devoir avoir les tâches domestiques qui réduisaient en termes de temps, donc ce qu'on appelle maintenant la double journée de travail. À l'inverse, les hommes n'ont pas eu... Avec la fameuse charge mentale. Voilà. Et à l'inverse, les hommes n'ont pas eu cette obligation d'investir les deux de la même manière. Donc, il y en a qui le font, mais il y en a pas du tout. Il y a encore 30% des hommes qui prennent pas le congé parental, le congé paternité qui est obligatoire. Et du coup, en fait, elles se disent, je dois choisir maintenant entre ma carrière, si j'ai envie d'avoir une carrière, ou ma vie de famille, parce que je vois bien que je peux pas faire les deux de manière parfaite. Parce qu'il y a encore en plus des injonctions à... Tout mener de front de manière parfaite. Alors ça, c'est peut-être une idée reçue, mais qu'on projette sur les child free, pour ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants, c'est justement de choisir leur carrière au détriment d'une famille. Oui, c'est vrai. Donc ça serait les carriéristes. C'est ça, c'est en fait dans cette idée, moi c'est quelque chose qui est souvent revenu, en tout cas dans des discours que moi j'ai entendus pour ma propre personne, et aussi c'est un travail que j'ai fait là par rapport en lien avec la pop culture, parce que je trouve que les séries c'est un objet sociologique qui est vraiment super chouette, parce qu'en fait tout le monde en regarde, et ça investit notre intérieur, on en regarde dans son lit, dans son salon tous les soirs parfois, et en fait ça influence forcément notre manière de voir les choses, et les femmes qui veulent pas d'enfants dans les séries, elles sont toujours perçues comme les briseuses de couple, clairement, c'est celles qui viennent foutre la merde, pour le dire clairement. Attention, il va y avoir un bip là. Ceux qui ont les oreilles sensibles, éloignez-vous. Et dans l'autre gros stéréotype, c'est les carriéristes. Comme s'il fallait quand même rester productif coûte que coûte, et donc servir à un idéal capitaliste en fait. Alors qu'en fait, on a le droit. Je disais qu'il allait y avoir un livre, parce que dans votre livre, un bip, parce que dans votre livre, vous les appelez pas comme ça. Vous les appelez les salopes. Oui, c'est ça. Ouais, je sais pas si j'ai le droit de dire le mot. Non, c'est pour ça que je dis il va y avoir un bip. Mais là, ok, mais c'est vrai, je l'ai pas dit. Mais on bipera. Ok. D'accord. Et donc les carriéristes, donc. Ouais.
Et comme si, dans cette idée que vraiment il faut produire quelque chose. Et ce qui est, j'avais fait un petit sondage sur mon compte Instagram, je ne veux pas d'enfants, justement à ce sujet des pressions qu'il y a à rester plus tard au travail, à sacrifier des journées de congé, etc. Alors on peut être en bonne intelligence et laisser les vacances scolaires aux parents quand on n'a pas d'enfants. Je trouve ça normal. Encore une fois, on vit en société. Mais cette idée que comme on n'a pas d'enfants, on a moins d'obligations. Et que vivre sa vie en dehors du travail, c'était moins, c'est pas notre priorité, et que du coup on devait bien sûr servir le capital, c'était hyper important. Ceci dit, je connais des entreprises où si vous n'avez pas d'enfants, vous ne partez pas en vacances en juillet et en août. Parce que vous n'avez pas d'enfants, donc on dit toi t'es pas prioritaire, donc. En fait, en plus c'est vraiment juin et septembre, c'est bien pour toi quand même. Ranger les gens dans des cas, on peut ne pas avoir d'enfants, mais avoir un compagnon qui est prof ou une compagne qui est prof par exemple, et donc du coup devoir partir quand même pendant les vacances scolaires ou vouloir repartir avec des amis. Moi cet été je pars en août en vacances l'été prochain parce que plein d'amis ont des enfants et en fait ils ont pas le choix quoi. Et j'ai envie de partir en vacances avec mes amis. Donc oui, ça dépend. C'est vraiment, il y a vraiment cette idée de rester disponible du coup, et comme si on n'avait pas d'autres sources d'épanouissement ou d'autres activités dans notre vie que potentiellement des enfants quoi. Alors quand vous regardez des séries, alors évidemment vous repartez à Sex and the City. Ouais. C'est un peu la Desperate Housewives. Ouais. Mais il y a d'autres représentations des femmes qui ne veulent pas d'enfants et qui l'assument dans les séries. Alors il y a Grey's Anatomy où il y a la fameuse Christina Yang qui est que moi j'adore. Je trouve que c'est un personnage qui est pour le coup très positif, mais mine de rien il évolue toujours en opposition avec notre personnage principal. Mais elle est carriériste, elle, de toute façon. Ouais, super carriériste. Il y a des moments où elle est capable de faire des coups bas vraiment horribles à ses amis. Il y a quand même toujours, quand on creuse un peu ces personnages-là, elles ont souvent ce qu'on appelle en anglais les daddy issues. Donc le fait qu'elles ont des problèmes avec leur père et que, en filigrane, ce qui est dit, c'est que ça pourrait expliquer le fait qu'elles ne veuillent pas d'enfants. Parce qu'il y a un problème dans l'enfance. Vous voulez qu'on en parle? Ça va. Non, votre père n'est pas dans le livre. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce que votre père n'est pas dans le livre. Parce que c'est pas un sujet, en fait. C'est vrai que moi, j'ai jamais corrélé ça. Il y a votre grand-mère, il y a votre mère, mais il n'y a pas votre père. Non, en fait, alors moi en toute honnêteté, j'ai un parcours familial qui est tout ce qu'il y a de plus classique depuis des années. C'est que mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans, comme plein de parents, et que mon père, du coup, n'avait pas la garde principale, c'est ma mère qui l'avait, et donc j'ai pas vraiment été élevée par mon père puisque je le voyais 2 fois par mois. Donc voilà, mais en tout cas, moi j'ai pas l'impression. Parce qu'en fait, il y a plein de manières de traduire, par exemple, cette même situation. Il y a des gens qui vont se dire, moi, je veux absolument des enfants pour leur offrir ce que j'ai pas eu, et moi, je veux absolument pas d'enfants parce que j'ai trop peur qu'on se sépare aussi. Moi, je l'ai jamais corrélé à ça, en fait. Je pense que c'est un peu simpliste comme explication. Alors, en 2023, 678 000 bébés sont nés en France. Ça fait 48 000 naissances de moins qu'en 2022, qui était déjà pas une bonne année. Alors, est-ce qu'on arrive à expliquer la baisse de la natalité en France ? C'est toujours difficile parce que je pense que c'est déjà multifactoriel, clairement. Il y a plusieurs éléments qui sont que, je pense, et donc c'est un peu le titre de mon livre, Le temps du choix, c'est que depuis l'accès à la contraception, l'avortement... Ça fait donc 49 ans que vous dites qu'en France, finalement, on a le choix. On a le choix, et donc... mais il y a l'évolution des lois et il y a l'évolution des mœurs qui sont parfois pas du tout corrélées en termes de timing. Donc je pense que il a fallu quand même du temps pour déjà admettre que c'était possible de vivre sa vie sans enfant, ou alors d'en avoir qu'un seul. Et donc moi je postule qu'on est un peu rentré dans le temps du choix, mais que il y a encore pas mal d'entraves qui persistent parce que on stigmatise les femmes qui veulent pas d'enfants, etc. Et aussi il y a une multitude de facteurs structurels. Et on est près de Paris, donc je pense qu'on peut parler d'un truc très factuel, c'est le prix des loyers, le prix de la vie. Qui peut se payer un appartement plus grand avec une chambre plus grande pour accueillir un enfant dans des grandes villes françaises aujourd'hui, en fait. Donc je pense qu'il y a tout un panel de choses. On en a parlé un petit peu, le fait que les femmes ont une double journée de travail et que du coup, elles sont un peu bloquées parce qu'elles ont l'impression de rien faire parfaitement. Donc elles se disent, je me sens pas apte à accueillir des enfants parce qu'il y a trop une charge mentale qui est trop développée, trop pressurisante, on va dire. Donc énormément de facteurs, je pense, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et l'infertilité, dont a parlé Emmanuel Macron, évidemment, aussi. Il existe autant de raisons de ne pas avoir d'enfants que de personnes child-free. Alors pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, mon invitée Bettina Zurli va nous rappeler ce que ça veut dire child-free.
Ouais, donc littéralement libre d'enfant, mais en fait c'est un terme anglais qui permet de désigner les gens qui ne veulent pas d'enfants. Alors c'est un vieux terme, hein, ça a déjà au moins une cinquantaine d'années. Ouais, ça a été utilisé pour la première fois en 1972 dans le Time aux États-Unis. Oui, donc c'est pas c'est pas récent. C'est pas récent. C'est pas récent. Non. Et puis même avant ce mot-là, les child free existaient de toute façon. Alors, on en parle de plus en plus, hein, c'est un sujet qui s'impose, en tout cas dans les réseaux sociaux, dans les journaux. Mais concrètement, si on regarde les chiffres, quel est le pourcentage des femmes en âge de procréer qui n'a pas d'enfants ? Est-ce qu'on arrive à justement, avec un peu de recul, de voir où en est l'évolution ? C'est ça qui est intéressant, c'est que d'une part, donc, dans la médiatisation, là, depuis 6 mois, 1 an, elle est plutôt autour du fait que ce serait un phénomène, que ce serait un mouvement. Je reprends les mots involontairement des articles qui titrent le fait que, oh là là, de plus en plus de femmes ne veulent pas d'enfants. Mais en fait... une mode, hein, aussi. Une mode, tout à fait, ouais, exactement. Ouais. Comme si c'était nouveau. En réalité, quand on reprend les chiffres qu'on a depuis 1850 à peu près, du taux de natalité, de descendance finale des femmes, donc c'est le nombre d'enfants qu'elles ont eu à la fin de leur vie fertile, il y a toujours entre 12 et 16%, 17% de femmes qui n'ont pas eu d'enfants à la fin de leur vie. Donc on peut pas dire, faut quand même être prudent, hein, on peut pas parler pour les femmes des années 1850, on peut pas dire que c'était des child free. En tout cas, il y a toujours eu une proportion égale de femmes qui n'avaient pas d'enfants. Donc c'est pas du tout un mouvement, c'est pas une mode. Et là, si on reprend le chiffre, le dernier sondage qu'il y a eu, c'était en 2022 pour l'IFOP, c'était à peu près 13% de femmes en âge de procréer qui n'ont pas d'enfants qui disaient ne pas en vouloir. Donc on n'est pas sur une mode particulière, je pense. Non, c'était un peu plus, c'était 30%. 30%. Alors, non, en fait, il y a eu un biais. En fait, il y avait 2 chiffres. Il y avait deux chiffres, et donc la plupart des médias ont repris seulement le chiffre de 30%. Mais en fait, c'est 30% des femmes qui ne sont pas déjà mères. Donc, en fait, c'est 13% des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Et souvent, les deux chiffres se sont un peu entremêlés. Donc le vrai chiffre, c'est 13% en fait. 13% des femmes ne veulent pas d'enfants, et 30% des femmes qui n'ont pas déjà d'enfants n'en veulent pas. D'accord. Est-ce qu'on pose la question aux hommes ? Beaucoup moins, j'ai l'impression. Moi, je le vois, c'est un petit chiffre... Parce qu'il y a des hommes qui veulent pas d'enfants. Mais apparemment... Alors, là, on n'a pas reposé la question aux hommes dans ce sondage pour elles, mais les derniers chiffres qu'on avait, c'était en 2010, il me semble, et il y avait 6% d'hommes français qui disaient ne pas vouloir d'enfants, contre 4,5% de Françaises seulement en 2010. C'est quand même hyper intéressant de se dire qu'on pose vachement moins la question aux hommes. C'est que je pense qu'encore aujourd'hui, on a beaucoup de mal à penser le sujet comme étant un sujet tout aussi masculin que féminin. Parce que les hommes sont encore beaucoup moins représentés dans les sujets qui ont trait à la parentalité, en fait, tout simplement. Alors, il y a Thomas Pesquet qui veut pas d'enfant. Ouais, du coup, le traitement médiatique était super intéressant parce qu'il avait reposté, c'était sur France Inter, son émission, je crois, son interview. Il avait reposté sur ses réseaux sociaux, donc moi j'avais un peu analysé les commentaires qui disaient « Oh là là, il est super, super responsable, c'est bien de pas vouloir imposer la charge mentale à sa femme, etc. » Donc ce qui est vrai, hein, parce qu'il disait « Je veux pas d'enfant parce que en fait je serai pas là. » Parce que mon métier est trop chronophage, et je n'ai pas envie de changer de métier, donc tout à son honneur, bien sûr. La semaine d'après, il y avait Salomé Saké, qui est autrice du livre « Sois jeune et tais-toi », qui avait dit qu'elle ne savait pas si elle voulait des enfants, notamment parce que l'éco-anxiété est quelque chose qui est hyper présent chez elle. Mais là, le traitement, les réactions du public, de son lectorat étaient complètement différentes. Enfin, c'était limite insultant en disant qu'elle était égoïste, que elle changerait forcément d'avis parce que c'est une femme et que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, évidemment, ou que de toute façon on serait bien obligé parce que l'horloge biologique et ce genre de choses, quoi. Pourquoi ça te dérange toujours finalement quand on affirme qu'on veut pas d'enfants ? Je pense que ça dérange parce que c'est quand même une idée, on l'a dit, alors c'est pas un concept qui est nouveau, mais l'idée telle qu'elle est médiatisée maintenant, là c'est quand même assez récent, et je pense que tout simplement il y a plein de gens qui n'ont jamais eu de contact avec une personne child free et qui du coup n'imaginent pas qu'on puisse ne pas vouloir d'enfants. Parce qu'en fait, ça fait quand même des millénaires qu'on a mis en place cette fameuse théorie de l'instinct maternel. On a mis quand même beaucoup d'énergie à faire croire que c'était naturel et que les femmes avaient un désir irrépressible d'enfants, et toutes les personnes qui ont un utérus avaient un désir irrépressible d'enfants, forcément. Donc du coup, je pense que c'est juste inimaginable et que là, on a besoin de faire un peu de pédagogie, de diffuser des histoires comme mon discours, qui est à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une personne qui veut pas d'enfant, on peut pas parler d'instinct pour toutes les personnes d'une même espèce, du coup. Alors vous voulez que il y a 2 expressions que vous aimeriez qu'on révise, c'est instinct maternel et horloge biologique. C'est ça.
Parce qu'en fait, deux... Mais qu'est-ce qui serait plus juste de dire, alors finalement, qu'instinct maternel, et pourquoi c'est pas de l'instinct maternel, selon vous? En fait, c'est ça, dans le cas des deux expressions, elles renvoient à quelque chose d'inné, du coup. Elles renvoient forcément à l'idée que dans nos gènes, dans notre corps, dès qu'on est, notamment quand on a un utérus, donc des dispositions biologiques pour porter un enfant, et forcément, on en veut un. Et en fait, c'est pas du tout corrélé. C'est-à-dire l'horloge biologique, par exemple, c'est juste simplement un terme pour parler des cycles corporels des êtres humains. Donc le temps de sommeil, d'ailleurs qui est pas tout à fait égal, il n'est pas similaire pour chaque être humain. On en a tous et toutes une différente. Et en aucun cas, ça veut dire qu'il y a un moment où tout le monde a envie d'enfants, plus ou moins au même âge, etc. Ça inclut le fait d'avoir ses règles et la ménopause, mais ça n'inclut pas du tout le désir d'enfant, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser de plus juste comme expression? Ça, c'est une bonne question. Parce que instinct maternel, vous le remplacez par quoi? Alors, en fait, ce qui est marrant, moi, je m'étais rendu... Moi, j'ai pas forcément envie de le remplacer. Moi, je pense qu'il faut l'abolir, tout simplement, ce mot. Mais quand on tape instinct maternel, par exemple, sur Google, en fait, on se rend compte que là-dessus, il y a un petit chemin quand même qui a été parcouru parce que il n'y a pas, par exemple, de page Wikipédia qui s'appelle instinct maternel, elle s'appelle amour maternel. Donc en fait, je pense qu'on a confondu pas mal de choses, c'est-à-dire quand on dit instinct maternel dans le langage familier populaire, en fait, on entend la capacité des gens à s'occuper d'un enfant. Sauf que cette capacité, elle n'est pas du tout innée. Donc par instinct maternel, on peut simplement dire, responsabilité de s'occuper d'un enfant ou juste prendre soin d'un enfant. En fait, c'est de ça dont on veut parler, j'ai l'impression. Alors qu'on peut ne pas vouloir d'enfants et très bien s'occuper d'enfants. C'est ça en plus, c'est que c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ça ne veut pas dire ne pas s'occuper d'enfants. Oui, parce qu'en plus moi, souvent on me dit mais c'est dommage, tu serais une super maman, je pense. Oui, moi j'en suis convaincue. Je pense que je serais un très bon parent, vraiment, sans me lancer des fleurs. Mais c'est juste que j'ai pas envie d'enfant. Ça veut pas dire que je m'occuperai bien ou mal d'un enfant. Déjà on n'en sait rien. Et effectivement, l'idée c'est de décorréler le fait qu'on peut, le fait d'avoir envie d'un enfant et de savoir s'en occuper en fait, parce que tout ça c'est de l'apprentissage. On a voulu nous faire croire que c'était inné et que c'était surtout des capacités innées féminines. En réalité, c'est juste qu'on a décidé de diviser la société entre le privé et le politique, avec le privé aux femmes et le politique aux hommes, mais qu'au final, si les hommes avaient un congé paternité, par exemple, de 6 mois obligatoires pour s'occuper de leur enfant. Attendez, ça va venir. J'espère. Attendez, on a un président qui travaille au repeuplement de la France. Oui, sauf qu'il ne veut pas le rendre obligatoire, le congé parental. Donc ça risque d'abord, il faut parler de pépettes. D'abord, il y a une question de pépettes. Ouais, voilà. C'est ça. Les hommes prendront le congé s'il y a des pépettes. Oui. Mais sauf que c'est ça qui est intéressant. Il y a eu une étude qui a été faite par 2 chercheuses sur le fait que si on veut que les hommes prennent ce congé parental, il faut qu'ils soient indemnisés à 67% minimum, il me semble. Et en fait, je regardais, par exemple, en Allemagne, il y a un congé parental qui est à 65% du salaire. Et aucun homme le prend quasiment. Et même les femmes le prennent pas parce que c'est pas assez rémunéré. Donc je pense que le problème ne sera pas réglé tout de suite. Ça serait maintien du salaire pour pouvoir... voilà. C'est ça en fait. Ouais. Et plus, évidemment, un plus gros budget alloué au fait de soutenir les familles, en tout cas, ça c'est clair. Pour vous, c'est une construction en fait. Le fait que les femmes aient des enfants, c'est une construction. C'est une construction historique. Alors vous revenez sur les étapes. À quel moment ça s'impose finalement dans l'histoire ? Du coup, il y a plusieurs moments. Le fait que les femmes restent à la maison pour faire des enfants. Ouais, là, du coup, souvent, ça va un peu à l'encontre des manuels scolaires qui sont encore très, très genrés là-dessus. Par exemple, sur la préhistoire, je pense que tous et toutes, on a une image de l'homme qui va chasser et la femme qui reste dans la grotte avec ses enfants. Je pense qu'on a plein d'images comme ça. Et en fait, donc, grâce au fait qu'il y ait des chercheuses féminines et féministes qui ont investi l'anthropologie ou des disciplines comme la préhistoire dans les années 70-80, en fait, elles sont un peu revenues là-dessus. C'est-à-dire qu'on a découvert que c'était pas aussi évident que ça. Alors, on peut pas... le but, c'est pas d'avoir une lecture qui serait totalement imposée en disant les femmes et les hommes étaient parfaitement égaux. Je pense qu'on peut pas l'affirmer. En fait, on sait pas ce qui se passait il y a 15 000, 20 000 ans. C'est évident. Mais en tout cas, c'était a priori beaucoup moins binaire qu'on ne le pense. Parce qu'en fait, les historiens et historiennes le disent, c'est que ce serait bizarre qu'on se soit coupé de la possibilité d'utiliser la moitié des bras de l'humanité pour survivre en fait. Et que si les femmes n'avaient pas participé au fait de chasser ou au fait d'aller chercher de la nourriture, l'être humain serait peut-être pas encore vivant aujourd'hui. Donc ça s'est après opéré plutôt au néolithique avec la sédentarisation,
où là, en fait, du coup, on était moins mobile. Donc, en fait, les femmes ont eu des grossesses beaucoup plus rapprochées, parce que, du coup, le fait d'être moins mobile fait qu'on perd moins les enfants. Enfin, encore une fois, les fausses couches, on peut pas faire d'historique là-dessus, mais c'était sûrement moins développé. Et que, du coup, on s'est dit, il faut s'organiser en tant que société. Bon, c'est logique, les femmes accouchent, elles vont rester s'occuper des enfants, en gros, quoi. Et je résume très fortement. Oui, non, mais on balaye l'histoire, mais c'est pour savoir à quel moment, finalement, c'est devenu la norme. En fait, a priori, et pour pas mal d'historiques, notamment d'historiennes, notamment des historiennes marxistes, il y a un lien entre la notion de propriété et le fait de diviser la société. C'est-à-dire, il a donc fallu s'organiser à des fins guerrières, à des fins ensuite religieuses il y a un peu plus de 2000 ans, à des fins capitalistes en fait, pour se dire il faut absolument faire plus de bras parce qu'il va falloir aller faire la guerre aux voisins en fait. Avec Bettina Azourli qui est notre invitée ce matin, animatrice du compte Instagram Je ne veux pas d'enfants et qui publie Le temps du choix, être ou ne pas être mère chez Payot. Vous vous intéressez et revenez sur les travaux de Christelle Tarot sur la France dans l'Algérie coloniale et le rôle qu'on faisait jouer aux femmes. Oui, c'est passionnant cette histoire. Ouais, son travail est super intéressant et surtout de se rendre compte que quand je parle souvent à plusieurs reprises dans le livre du fait que les ventres sont instrumentalisés, donc on l'a dit à des fins religieuses, économiques, mais du coup à des fins colonisatrices aussi, ça a été le cas, notamment en Algérie, et que du coup des Français, des Françaises, des couples étaient envoyés d'une part pour faire des enfants, mais aussi pour éduquer dans une vision civilisatrice, évidemment, du Maghreb. Son travail est hyper éclairant là-dessus. Et c'est vrai que, en fait, c'est une nuance qui est importante à faire, c'est que l'instrumentalisation des corps, notamment féminins, se fait pas du tout de la même manière en fonction de la couleur de peau des femmes. Et que, du coup, il y a eu des moments où on a voulu... donc imposer de faire des enfants à certaines personnes, imposer de ne pas en faire aussi à certaines personnes, et de se dire la natalité va être un moyen d'étendre notre civilisation française ailleurs, quoi. Je mets des gros guillemets, bien sûr, quand je parle de ça. Je précise. Mais... Un autre exemple sur lequel vous revenez, c'est ce qui s'est passé à La Réunion. C'est ça. Qui est d'une violence incroyable aussi. Et en plus, je trouve que c'est très important qu'on y revienne maintenant parce qu'en réalité, il s'est passé quelque chose d'assez... Alors, pas similaire, mais en tout cas, je vais y revenir. Donc, c'est les travaux de Françoise Vergès, là, pour le coup, qui avait mis en avant le fait que des femmes à La Réunion, mais aussi en Guadeloupe, à la Martinique, avaient été stérilisées de force ou avaient subi des IVG, là aussi, de force, par des médecins français qui avaient été envoyés par le gouvernement français, en disant il y a certains, comme je disais, donc il y a certains corps, notamment les femmes noires, on ne veut pas qu'elles se reproduisent en fait parce qu'elles sont soi-disant trop nombreuses, elles font trop d'enfants, et donc ça c'était dans les années 70, et dans le même temps on interdisait la stérilisation dans l'Hexagone en fait. Donc ça c'est quand même... Ces femmes on les a stérilisées. Ouais, de force, ouais. Elles le savaient pas, elles le savaient pas. Non. Ouais. On les faisait venir dans les cabinets gynécologiques pour des examens soi-disant, donc je pense qu'on peut imaginer en plus la violence, la douleur que ça devait être, et donc pour faire le lien avec ce qui se passe un petit peu maintenant, filé avec l'actualité en France, c'est qu'en mai 2023 il y a eu un appel pour inciter les femmes de Mayotte à se faire stériliser. Je ne sais pas si vous vous rappelez, de la France donc, dans une idée de réguler la population à Mayotte, comme si la réponse à un problème sanitaire, parce qu'il y a effectivement un problème d'acheminement de l'eau à Mayotte, un problème de pauvreté qui est réel. Et donc, la réponse que le gouvernement français donne à ça, c'est arrêter de faire des enfants. Alors, ça ne règle rien à la situation sur place. Et en plus de ça, toujours dans le même temps, même si la stérilisation est légale en France depuis 2001, c'est encore un parcours très compliqué pour plein de femmes, notamment quand elles cochent les bonnes cases de ce que j'appelle la bonne féminité avec des guillemets, donc souvent des femmes blanches, des femmes qui ont la trentaine, des femmes qui sont en couple hétéro, etc. Et là, c'est souvent très compliqué de se faire stériliser. La femme sans enfant est une figure moderne de la sorcière. Ouais. C'est de qui ? De Mona Chollet. Ouais, c'est ça, c'est Mona Chollet. Ouais, elle en parle dans son livre Sorcière, du coup, il me semble. Ouais. C'est vrai qu'il y a du coup encore cette diabolisation des femmes qui ne veulent pas d'enfants, et donc il n'y a pas le pendant masculin, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que je pense, là c'est toujours difficile de faire des projections, mais en tout cas,
il y a quand même quelque chose qui est en train de se jouer avec le regain conservateur qu'on a en Occident un petit peu partout, le regain de discours natalistes à des fins de repeuplement guerrier, quand on parle de réarmement démographique, etc. Et que du coup, les femmes qui ne veulent pas d'enfants, elles sont perçues comme égoïstes et se soustrayant à un service national, en fait, limite. Oui, parce que la reproduction est encore perçue aujourd'hui comme un enjeu économique. C'est ça, C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Et derrière ça, c'est qui va payer nos retraites. Exactement, ce que j'allais dire, en fait, c'est que du coup, là, ce qui se cristallise en ce moment, c'est de dire il faut faire plus d'enfants parce que sinon, on ne va pas pouvoir continuer notre système de retraite par répartition. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui sont jamais prises en compte dans le discours. C'est que déjà, là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que c'est les baby-boomers qui sont à la retraite. Donc, il y a eu 12 millions d'enfants entre 45 et 65 pour repeupler la France. Ils sont à la retraite. Donc, effectivement, ils sont beaucoup plus nombreux que d'autres générations. Donc, ces retraites, effectivement, elles pèsent un peu plus. Mais en réalité, si on lit les études des démographes ou des économistes, on se rend compte que pour les 20 à 40 prochaines années, il n'y a pas de problématique majeure, selon eux, concernant le fait qu'il va y avoir un déséquilibre trop important entre les actifs et les retraités. Et en plus de ça, dire qu'il faudrait régler, que la seule moyen de régler ce problème du coup des retraites et du nombre d'actifs en France, c'est la démographie, c'est un faux problème. Il y a plein d'autres pays qui ont misé sur d'autres choses et l'immigration a toujours été aussi, même en France, quelque chose qui a été utilisé à des fins, bien sûr, capitalistes, toujours, mais qu'en tout cas, c'est une réalité. C'est que du coup, il y a plein d'autres manières de gérer ça que par la démographie des femmes. Et un autre moyen, ça peut être aussi d'encourager le fait que les femmes retournent travailler quand elles en ont envie. Parce qu'aujourd'hui, énormément de femmes, quand elles ont un enfant, passent à temps partiel. Mais dans 3/4 des cas, c'est du temps partiel subi et pas du tout choisi. Donc en fait, les femmes aimeraient bien travailler et donc faire partie du nombre d'actifs et d'actives qui permet de subventionner les retraites, par exemple. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des enfants en 2024? Est-ce que la réponse est si claire ? Pas du tout, je pense. Je pense que c'est vraiment très... C'est pour soi qu'on fait des enfants, c'est pour eux-mêmes, c'est par amour. C'est vraiment une question qui est très, très délicate, j'ai l'impression, parce qu'on a cette idée que l'enfant est aujourd'hui devenu un pur désir personnel, individuel, et qu'on fait des enfants pour soi. Moi, je pense qu'on fait des enfants pour plein de raisons. Alors, pour soi-même, évidemment. Mais il y a... J'ai cette impression que ça peut être aussi un moyen de, encore une fois, de perpétuer une norme, parce qu'on n'a pas, encore une fois, 100% de libre arbitre sur la question, et qu'on se dit que la seule manière de réussir sa vie, de réussir le couple, c'est en ayant le fruit de l'amour entre deux personnes, etc. Je prends légitimement ce genre de... C'est-à-dire que ça reste encore un archétype de la vie sociale réussie. Et je pense que une énorme partie des personnes et des femmes notamment qui n'ont pas d'enfants l'ont déjà entendu une fois t'as raté ta vie ou tu vas rater ta vie de toute façon parce que t'as pas d'enfant. Donc les réactions en fait que nous on reçoit et qu'on entend sont un super miroir de comment on entrevoit encore la vie aujourd'hui, alors que je pense, et en plus dans une société individualiste et capitaliste, il y a aussi cette idée que l'enfant est devenu presque un bien de consommation. C'est en fait un moyen de projeter pas mal de choses aux yeux de la société, le nombre d'activités extrascolaires qu'il va faire, les vêtements, etc. C'est devenu un moyen de montrer son statut social en fait aussi. Alors il y a une pression sociale, mais il y a aussi une pression familiale. Familiale, ouais. Oui, il y a aussi, je pense que pareil, pas mal de... Beaucoup cèdent, dès que vous êtes marié, une demi-heure après, on vous demande quand est-ce que vous allez faire le premier enfant. C'est ça. Ou des parents qui disent « Oh là là, mais je serai jamais grand-mère ou grand-père, quelle tristesse !» comme si les enfants étaient la propriété de leurs parents. Donc je pense que c'est toujours bien de le rappeler, nos enfants, nos enfants, pas les miens du coup, mais les enfants ne sont jamais la propriété de leurs parents. Ils font bien ce qu'ils veulent. Mais oui, il y a vraiment cette idée de perpétuer un modèle en fait qu'on n'a pas remis en question. Et c'est vrai que là, j'ai plus la source à disposition, je suis désolée, mais j'avais lu qu'il faut souvent 3 générations pour que une idée, une norme s'installe en fait comme étant perçue comme durable et ayant toujours existé. Et donc là, dans le cadre de la famille nucléaire, ça fait effectivement plutôt plus ou moins 3 générations que l'on vit de cette manière-là. Donc un couple sous le même toit, avec des enfants sous le même toit, pas en famille élargie, etc. Et donc je pense que pour plein de gens, plein de personnes pensent qu'on a toujours vécu comme ça, alors que pas du tout. La société n'a aucun doute, les femmes veulent des enfants, il faut donc tout faire pour leur en donner. Vous aimeriez qu'il y ait une place pour le doute. Ouais. Et vous prenez en exemple toutes ces femmes qui suivent des parcours à la procréation.
Ouais, tout à fait. C'est quelque chose qui a été un angle mort pendant très longtemps. Et en fait, c'est en discutant avec des femmes en parcours PMA pendant de longues années qui sont venues me voir en me disant ça fait beaucoup de bien d'avoir des discours de femmes qui sont épanouies sans enfants. Parce qu'en fait, à partir du moment où mon infertilité a été détectée, le parcours PMA s'impose en fait limite de lui-même et est imposé par les médecins comme la seule issue possible. Il faut absolument avoir recours à une FIV ou à une PMA. J'ai plein de témoignages là aussi de femmes qui me disaient qu'on leur a jamais expliqué que les PMA ne réussissent pas à tous les coups quand même. Et que là, il y a un chiffre un peu plus récent qui est sorti après la fin de mon manuscrit, qui est que 47% des parcours PMA ne fonctionnent pas, n'aboutissent pas à un enfant dans les 5 ans. Ce qui est quand même pas mal, c'est plus d'1 sur 2. Et on oublie de le dire aux personnes, aux couples, je pense. On leur fait croire en fait qu'il va forcément y avoir un enfant à la clé, qu'en fait l'enfant est devenu un droit quasiment. Alors je prends beaucoup de pincettes parce que moi je défendrai toujours la PMA sans aucun problème, en particulier pour les femmes seules, pour les couples LGBTQ+, aucun souci. Mais par contre je pense qu'il faut aussi être critique sur le fait que l'enfant n'est pas un droit et que tout le monde n'aura pas d'enfant dans sa vie et c'est comme ça aussi. Et ce que vous dites, c'est qu'en fait, on peut vivre sans enfant dans une vie complètement épanouie. Tout à fait. Mais que ça, c'est complètement absent des discours. C'est très... Oui, et je pense... Et que toute l'énergie qu'on utilise dans le fait d'aider les femmes à avoir des enfants, on ne l'utilise pas de la même façon pour justement mettre en avant qu'on puisse vivre une vie épanouie et réussie sans enfant. C'est ça, et en fait, c'est tout le postulat de mon livre, c'est que est-ce qu'on est rentré dans l'ère véritable du choix en 2024 d'avoir ou non un enfant? La réponse est non, dans le sens où le fait de mener une vie sans enfant n'est absolument pas mis sur le même pied d'égalité que la vie avec un enfant. Et donc à partir de là, tant qu'il y aura un déséquilibre et une hiérarchisation des modes de vie, on ne peut pas dire que l'on laisse le libre choix aux couples ou aux femmes et aux hommes d'avoir un enfant ou non en fait. Et c'est ça le gros problème et le gros nœud qui persiste aujourd'hui. Bien, vous êtes favorable à la mise en place d'un parcours de parentalité. Ouais. C'est quoi, c'est un permis ? Non, pas du tout. Je suis vraiment très très critique sur cette idée du permis d'enfanter qui est pour moi extrêmement problématique à plein d'égards. Qui circule beaucoup dans les sphères, dans les groupes child free, notamment sur les réseaux sociaux, qui est en fait un point de vue très classiste en fait. C'est-à-dire l'idée, pour résumer, c'est qu'il y a des gens qui disent il faut un permis d'enfanter parce qu'il y a trop de parents qui ne savent pas éduquer leurs enfants, etc. Donc, et souvent avec cette idée que ce serait surtout les classes populaires, évidemment, qui seront problématiques. Donc une idée classiste, comme je le répète. Mais par contre, un parcours parentalité, moi je prends le parallèle avec le parcours que j'ai eu pour ma ligature des trompes. C'est-à-dire que j'ai eu 2 rendez-vous psy obligatoires. Alors j'ai été hyper critique là-dessus et en plus ça s'est pas hyper bien passé dans mon cas. Mais en réalité, je trouve que si le personnel de santé est bienveillant et bien formé à ces questions-là, ça peut être un moment très chouette pour tout le monde, hommes et femmes, et surtout des hommes aussi, encore une fois, il faut vraiment les investir là-dedans, dans ce parcours réflexif de désir ou non-désir d'enfant, pour qu'à la fin, on ne desserve pas un permis, un passeport pour faire des enfants, mais seulement des outils sur qu'est-ce que ça implique de devenir parent, est-ce qu'on en a vraiment envie ou est-ce que c'est le résultat d'une pression familiale, etc. Tout simplement pour qu'en fait, on ait le temps du choix. Cette expression, elle a mal vieilli quand même, ligaturer les trompes. Ah ouais ? Vous aimez bien, vous ? Ouais, moi ça me dérange. En fait, c'est juste factuel. Après, moi c'est même pas ligature, on me les a enlevés, donc pour le coup. Mais sinon, il y a stérilisation, mais là, plein de gens qui disent ça fait très animal. Ouais, non, c'est ça, c'est pareil. Non, mais contraception définitive. Après, il y a peut-être des gens qui sont créatifs. Hein. Ah ouais, je pense. J'ai appris un mot dans votre livre, la tocophobie. Oui. C'est ce que c'est que la tocophobie. Du coup, c'est la phobie de tomber, de vivre une grossesse et d'accoucher. Donc ça peut être l'un ou l'autre ou les deux. Moi, j'en souffre personnellement. Alors du coup, j'en souffre plus puisque maintenant, je n'ai plus de risque d'avoir des enfants. Mais certaines femmes ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'elles sont tocophobes. Oui, c'est ça. Donc vraiment, cette idée un rapport au corps, je pense, qui est très particulier, tout simplement lié au fait que tomber enceinte et du coup, la grossesse est quand même un moment de changement corporel très, très majeur, clairement, on peut le dire. Et que du coup, c'est difficile de se projeter quand on l'a jamais vécu dans qu'est-ce que ça va faire à mon corps. Et pas seulement dans une visée esthétique, c'est vraiment pas ça. C'est plutôt de se dire d'avoir peur de la douleur, d'avoir peur des complications. Là, depuis quelques années, on parle de plus en plus des violences obstétricales. Donc, en fait, se dire comment je vais être reçue par le personnel médical, est-ce que ça va bien se passer, ce genre de choses. Donc, oui, je pense que ça peut être une source d'angoisse vraiment très, très forte. Et moi, je l'ai ressenti, en tout cas, oui.
Bon, un sujet qui fait réfléchir. On va pouvoir donc lire votre livre, Le temps du choix. Je peux le remontrer. Voilà, bien sûr que vous pouvez le remontrer. C'est pas pour ça, parce que l'émission est J'adore la filmée. couverture, je suis très fan des couleurs. C'est vrai ? Ah oui, c'est moi qui les ai choisis. Ah, c'est vous qui les choisis ? Oui, bah pas toute seule avec l'équipe éditoriale, mais oui, c'est moi qui ai proposé les couleurs. D'accord. Et donc la personne sur la couverture, c'est qui ? C'est tout le monde. Ah oui, c'est tout le monde. Vous n'avez pas forcément un modèle. Non. Donc, Le temps du choix, être ou ne pas être mère chez Payot. On vous écoute sur votre compte Instagram. Je ne veux pas d'enfants. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez l'émission sur la chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.